Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Jacques Sapir, l'économiste qui publie Le Grand Retour de la planification, avec un point d'interrogation aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Monsieur Sapir. Bonjour. Alors Jacques Sapir, Le Grand Retour de la planification, c'est un livre de référence. C'est un livre de référence parce que vous racontez, je délire, et c'est important parce que je crois pour beaucoup de gens, que ce soit nos auditeurs de Sud Radio ou ailleurs, la planification, c'est raconte grand-mère ou raconte grand-père, l'ardente obligation du plan du général de Gaulle. Et vous racontez l'histoire, et c'est toujours bon de raconter l'histoire, de remettre dans le contexte, et que ça date en fait, et vous racontez un siècle d'histoire. Ça date de 1914, enfin le début de la Première Guerre mondiale, et vous parlez dans le monde entier. C'est-à-dire, si je regarde même l'Inde, le Japon, ce qui s'est passé au Japon, et puis évidemment on arrive sur la France, et puis aujourd'hui où on en est, parce qu'on ne parlait plus du plan, et tout à coup en septembre 2020, un haut commissariat au plan est créé par Emmanuel Macron. Alors, juste pour rappeler, pour faire un peu d'histoire, la planification est née vraiment de la Première Guerre mondiale ? Oui, dans les faits, oui. Bien sûr, il y avait des gens qui avaient évoqué cette idée. Bon, on sait très bien que Marx, surtout Engels, qui en a parlé, qui avait dit que face à l'anarchie du marché, il faudra organiser la production. Toute une série de penseurs avaient commencé à réfléchir, mais en fait, ce n'est pas de là qu'est venue la planification, c'est tout simplement d'un besoin pratique. Alors, d'abord en Allemagne, parce que le blocus par la flotte britannique et la flotte française immédiatement a posé le problème des matières premières, des ressources naturelles pour l'économie allemande. Donc, en fait, le fameux comité aux approvisionnements a été créé pratiquement la semaine qui a suivi la déclaration de guerre. Donc, moi, c'est extrêmement rapide. Et puis, pour la France, quand on s'est heurté à la fameuse crise des munitions à la fin de l'année 1914, tout le monde se rappelle peut-être du fameux film qui portait sur Noël 1914, quand les belligérants s'arrêtent de se battre, fraternisent. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on n'a plus de quoi se tirer dessus. Que ce soit du côté français, du côté allemand, du côté britannique. C'est une bonne chose d'ailleurs de ce point de vue-là. Tout à fait. Bon. Et évidemment, les états-majors disent c'est pas possible, il faut produire beaucoup plus. Comment on va produire beaucoup plus ? Il faut mettre l'économie sur pied de guerre. Comment on le fait ? Et là, progressivement, on rentre aussi dans la planification. Donc effectivement, les deux guerres mondiales ont été des moments extrêmement importants où ont été testés différents types de modèles de planification. Et c'est pas pour faire cocorico, mais il faut dire que c'est le modèle français de planification dans la concertation qui a, en 1914-1918, plutôt en 1915-1918, qui a vraiment s'est avéré le plus efficient, et puis qui a été repris par les États-Unis. Là aussi, c'est quelque chose que l'on ignore, c'est que l'armée américaine, quand elle arrive en 1917-1918 sur le front français, elle n'a pas d'armes. Les États-Unis ne produisaient pratiquement pas d'armes à l'époque. Elle n'est pas organisée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle copie l'organisation de l'armée française. Et évidemment, ils se disent, mais comment un pays qui était quand même industriellement beaucoup moins fort que l'Allemagne, qui était moins nombreux aussi. Il faut rappeler qu'on était pratiquement dans un rapport de 2 à 3, avec les Allemands. De 2 à 4 par rapport aux Allemands. Mais comment a-t-il réussi d'abord à tenir dans cette guerre et à s'organiser pour être capable en fait de repousser les Allemands, voire de vaincre ? Ils ont regardé ce mode d'organisation de l'économie, de planification, même si on n'utilisait pas trop le mot, mais c'était cela dont il était question. Et après-guerre, au sein de l'armée américaine, s'est constitué en fait un espèce de collège qui a maintenu vivante cette idée et qui a permis aux États-Unis de la reprendre lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Jacques Sapir, si vous aviez à définir la planification, je veux dire, je sais que c'est très difficile en une phrase, mais quand même, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est de dire un État doit s'organiser à terme, c'est parce que je crois que c'est la question aussi du temps, c'est pas le nez sur le guidon, c'est quoi ? C'est de s'organiser à terme pour parer au plus pressé, mais surtout parer à la dépendance, enfin. Oui, je dirais que pour moi, la planification, c'est le fait que l'État et les entreprises du secteur privé créent des structures communes
dans lequel vont être définis et concertés les moyens qui permettront d'atteindre un certain nombre d'objectifs qui ne pourraient pas être atteints spontanément par l'action du marché. C'est ça, la planification. C'est essentiellement ça. C'est-à-dire que, en fait, ça commence où le marché finit. Ça commence où le marché finit, où le marché ne peut plus aller, ou alors ça commence quand il y a des pénuries extrêmement importantes. Et ça, c'est le cas de l'Allemagne, parce que quand il y a des pénuries très importantes, eh bien, on ne peut plus passer par ce qu'on appelle, alors, excusez-moi, je vais un petit peu jargonner, le rationnement par les prix. Autrement dit, on ne peut plus laisser au marché le fait de fixer les prix. Il faut établir des ordres de priorité. On va le faire et on va continuer à en parler juste après les informations. Mais en revanche, vous n'avez qu'une heure pour nous appeler au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacques Sapir, le grand retour de la planification, point d'interrogation, mais apparemment ce n'est pas si mal parti que ça aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors on parlait justement de cette naissance de la planification, de ce que veut dire cette planification, effectivement, Jacques Sapir. Et c'est intéressant, parlez-nous de l'âge d'or, en tout cas en France, de la planification, qui est le général de Gaulle, enfin le retour de Gaulle en 58, et effectivement les 30 Glorieuses avait commencé en 45. Est-ce que justement la planification a joué un rôle dans ces 30 Glorieuses ? Oui, c'est tout à fait évident. D'abord parce qu'il fallait, d'une certaine manière, répondre à des pénuries assez dramatiques qui ont existé jusqu'en 1948, même un petit peu après, si on regarde la pénurie de main-d'œuvre. Et il faut savoir que, par exemple, l'un des objectifs du plan, enfin des plans, parce qu'il y a eu quand même toute une série de plans, l'un des objectifs des plans qui était d'accroître la productivité dans l'agriculture à travers la mécanisation, ce qu'on appelle l'agriculture intensive, ça avait fondamentalement pour but de libérer de la main-d'œuvre pour aller dans l'industrie. Parce qu'on était dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, oui, ça a joué un rôle extrêmement important. De même, ça a permis à l'économie française de se moderniser, de se réorienter en dépit d'un taux de change qui était surévalué jusqu'en 1958. Et puis après, quand le général de Gaulle a procédé à 2 dévaluations assez importantes, c'est là où l'économie française a littéralement explosé dans les années 60. Et c'est, je dirais, là, le deuxième âge d'or du plan. Il y a un premier âge d'or qui vient juste après-guerre, et il y a un deuxième âge d'or qui correspond à l'accélération de la croissance, mais c'est déjà un âge d'or sur lequel planent des nuages, parce que dès 1965-1967, on sent qu'il y a une opposition assez farouche de l'inspection des finances à la planification. Pourquoi ? Parce que la planification empiétait sur les attributions normales de l'inspection des finances. La planification, d'une certaine manière, contribuait à fixer et des instruments et des objectifs de la politique monétaire. Et ça, évidemment, les hauts fonctionnaires du ministère des Finances, ils étaient vent debout contre. Et on peut dire que c'est avec l'arrivée en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing qu'il y a eu effectivement là ce grand basculement et que progressivement que ce soit l'inspection des finances ou d'autres corps, ont commencé véritablement à limer les dents, voire à casser les dents de la planification, ce qui fait que dans le début des années 80, la planification a pratiquement perdu une grande partie de son importance. Alors, est-ce qu'elle a perdu aussi parce qu'on se disait, oui mais attendez, c'était vraiment le triomphe de l'économie de marché, Thatcher, Reagan, un peu partout, pas seulement en France. On disait, bon, c'est très bien, mais enfin, laissez faire aussi la main invisible, laissez faire un peu, puis l'État Léviathan, l'État bouffeur, l'État mammouth, etc., qu'il fallait dégraisser, pas seulement l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a eu aussi idéologiquement quelque chose qui a fait en disant la planification, attendez, c'est très bien, c'était très bien après-guerre, c'était très bien pour remettre la France sur les rails, et puis maintenant, allez, c'est fini, on n'a plus besoin d'elle.
Oui, il y a eu certainement un discours idéologique très fort, un discours qui d'ailleurs s'appuyait sur l'un des phénomènes de la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture des marchés financiers, la financiarisation massive des économies, et à partir de là, effectivement, on a considéré que le plan n'était plus nécessaire, et que le marché, quitte à ce que l'État donne 2 ou 3 consignes, mais pas plus. Et on s'est rendu compte très vite que, sans plan, eh bien, laissée à elle-même, l'économie française n'allait pas nécessairement dans la bonne direction. C'est en tous les cas le constat qu'on a pu tirer à travers la crise de la Covid il y a maintenant 1 an. Alors justement, on va parler de cette crise de la Covid, mais auparavant, sans revenir à l'idéologie, Jacques Sapir, on voit que gouvernement de gauche ou gouvernement de droite, ça n'a rien changé de ce point de vue-là. Non. Enfin, on peut le dire, que ce soit Mitterrand ou autre, ou Sarkozy, Hollande. Et est-ce que effectivement, ce paradoxe qui est quand même étonnant, je parle aux yeux je ne suis pas économiste et disons je suis amateur au sens j'espère bon du terme, mais est-ce que effectivement ce paradoxe c'est on se plaint d'un côté de l'État gargantuesque, et on se plaint d'un marché absolument laissé débrider aux forces du profit, à la financiarisation folle. On a vu la crise des subprimes, etc., vous connaissez ça mieux que moi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe assez étonnant dans tout ça qui fait que les gens sont très perdus en disant mais qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut adopter un système ou un autre ? Il y a quelque chose qui ne passe pas de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Et ce paradoxe vient de ce que généralement on confond plusieurs niveaux d'intervention. Alors d'abord, il faut rappeler que du temps de sa splendeur, le plan restait une structure extrêmement légère. En réalité, il y avait, quand le plan a été créé en 1946, et ça s'est poursuivi dans les années qui ont suivi, il y avait 20 fonctionnaires à titre plein, 20. 20. C'est une cellule légère. Voilà, une cellule très légère. Il y avait une centaine de gens qui étaient rattachés au plan, mais qui n'étaient pas d'une certaine manière du plan, qui pouvaient être attachés. Certains d'ailleurs étaient des contractuels, des prestataires de services. Tout à fait. Bon, alors bien sûr, ils avaient statut dans la fonction publique, mais ils venaient passer 4 ans, 5 ans au plan, puis après ils retournaient dans leur corps d'origine. Donc c'était une structure très légère. Elle était même plus légère que l'actuel Haut Commissariat au plan, qui a été recréé en 2021 pour François Bayrou, et qui, en réalité, a aujourd'hui plus de monde sous ses ordres que n'en avait Jean Monnet en 46-47. Et quand on voit, par exemple, la différence en termes de capacité d'action, ça fait un petit peu réfléchir. Donc, on voit bien que la planification, ce n'est pas une question de nombre de gens. Bien sûr, il faut un nombre minimum de gens qui aient les capacités. C'est surtout le fait que l'État avait des instruments qui lui permettaient de contraindre un certain nombre d'acteurs économiques, de grandes entreprises, de syndicats, de venir aux réunions du plan et de venir dans les commissions du plan. Grosso modo, ce que disait l'État, c'est si vous ne voulez pas venir, vous n'aurez pas un certain nombre d'avantages. Nous avons des avantages, qu'ils soient fiscaux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient d'un point de vue des crédits. Si vous voulez avoir accès à la carotte et le bâton, quand même. Tout à fait. Ça a toujours été ça. D'accord. Alors, on arrive effectivement alors, qu'est-ce qui a fait je ne sais pas que ça s'est passé un jour, que le plan, à un moment donné, je ne dirais pas a disparu dans les oubliettes, mais enfin quand même, qui n'a plus été ni une ardente obligation, ni même une nécessité de présence. Fondamentalement, c'est le fait que l'État s'est retiré les moyens du bâton, comme vous l'avez dit, ou de la carotte. On a décidé un système dans lequel l'État intervenait très peu sur l'attribution des crédits et surtout sur les taux d'intérêt. Avant, dans les années 50 et dans les années 60, il y avait un taux d'intérêt qui était fixé par la Banque de France, et puis après, il y avait toute une série de taux d'intérêt dits bonifiés, qui dépendaient de l'intervention de l'État. Et ça, l'État s'en est débarrassé, et s'en débarrassant, d'une certaine manière, il n'y avait plus d'intérêt pour les entreprises
de venir participer aux commissions du plan. Si vous voulez, la première rupture, elle a lieu en 1965, et c'est d'ailleurs assez symptomatique. Le plan organisait, tous les ans ou tous les 2 ans, une grande conférence sur les salaires et les coûts. Et puis tout d'un coup, le patronat décide de ne pas venir. Et 65. En 65. Et le plan laisse faire. Ou plus exactement, le gouvernement laisse faire. Ne réagit pas, ne sévit pas. Ne réagit pas. Et là, d'une certaine manière, ça a été un très mauvais signal qui a été envoyé. Ça voulait dire qu'en fait, que les différents partenaires sociaux n'avaient pas de contrainte de venir régulièrement dans les commissions du plan. Très intéressant tout ça. On va suivre tout cela et cette évolution juste après cette petite pause. Et nous allons aussi évoquer l'économie russe. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, on parle du grand retour, effectivement, de la planification. Oui, ce mot étrange, au goût étrange, mais pas venu d'ailleurs, hein, pas tellement que ça. Avec Jacques Sapir aux éditions Jean-Cyril Godefroy, un livre, encore une fois, à lire, un livre de référence. Alors, Jacques Sapir, on va avancer justement, on parlait de cette espèce de rupture. Le patronat a dit, bon, écoutez, ça va, les conférences de la planification, ça va, c'est très bien, maintenant on va passer peut-être à autre chose, puis on va un peu avancer dans l'histoire, dans les années 60-70, puis enfin, Giscard qui arrive, Mitterrand qui ne change rien à la chose, en dépit des grandes proclamations, mais enfin bon, parce qu'il n'y a pas eu de commissariat au plan sous Mitterrand. Si, il y avait un commissariat au plan, il y a eu un commissariat au plan jusqu'aux années 90, il y avait même un ministère du plan qui était confié à Michel Rocard. Et vous regardez les moyens de ce ministère du plan, zéro. Et donc, en fait... c'était une coquille vide, quoi. C'était une coquille vide qui a été donnée à Michel Rocard pour qu'il n'embête pas trop Mitterrand, mais dont on avait retiré toutes les capacités d'action. C'est ça. Alors, effectivement, et puis bon, les choses se sont poursuivies, et tout d'un coup, patatras, arrive la crise du Covid, janvier 2020, bien sûr. On va pas retrater tout cela, mais on constate que le roi était nu. En tout cas, les attributs étaient partis sans laisser d'adresse, oui, en Chine ou ailleurs. Et là, ça a été une prise de conscience véritable ou pas, à votre avis, Jacques Sapir ? Ah oui, c'est très clair. Dans votre livre, c'est très clair quand on regarde les différents discours. Alors, d'Emmanuel Macron, là j'ai fait d'une certaine manière une petite recension de ses discours, mais aussi des hauts fonctionnaires, mais aussi, par exemple, de Bruno Le Maire, etc. On voit qu'il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que cette prise de conscience est suffisante pour qu'on agisse ? C'est une autre question. Mais il y a quand même cette prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est en septembre 2021 qu'Emmanuel Macron décide de recréer un haut commissariat au plan. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il a conscience qu'on ne pourra pas réindustrialiser la France, et c'est bien de cela dont il s'agit, sans fixer des lignes directrices. Maintenant, le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a pensé cela, on regarde la charte du Haut Commissariat au Plan, c'est-à-dire la lettre de mission qui est écrite, voilà, à Bayrou, oui. Et on voit qu'il s'agit uniquement de faire des prévisions. Or, il y a déjà France Stratégie. Le plan n'est pas la prévision. Voilà, il y a déjà France Stratégie qui en fait. Bon, si vous voulez, et traditionnellement, une partie des prévisions allait vers le plan, si vous voulez. Dans les années 60 et dans les années 70, le plan travaillait en bonne intelligence avec la direction à la prévision du ministère des Finances, enfin du Trésor. Bon, mais il n'était pas en tant que tel un organisme de prévision. Il faisait autre chose. Il était dans l'action. Donc, on peut quand même dire, il y a une prise de conscience, mais on voit que entre cette prise de conscience et les actions réelles, il y a quand même une très grande différence. Vous ne pensez pas, enfin, on ne veut pas être trop sévère, mais quand même, est-ce que c'est pas quand même plus politique qu'incarnation ?
J'ai envie de vous répondre comme dans la fameuse plaisanterie polonaise, ce sont vos propres mots, monsieur Berkoff. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Non, mais il y a un problème de savoir, effectivement, parce que d'un côté, encore une fois, c'est pas seulement Macron, ça a été fait avant. D'un côté, quand même, depuis des années, on vend les bijoux de famille, c'est pas à vous que je raconterai bien la France vendue à la découpe. C'est absolument exact. C'est bon. Et d'un autre côté, on veut faire une planification, mais si déjà on n'a pas pensé à garder ce qu'il fallait garder, c'est un vrai problème. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de la planification aurait dû être de dire telle chose, on peut le vendre, telle chose, la vente doit être vraiment surveillée et il vaudrait mieux que ce soit plutôt une entrée de l'étranger au capital qu'une vente, et telle chose, il ne faut le vendre sous aucun prétexte. Ouais. Donc, au moins, on devrait avoir ce type de raisonnement. Raisonnement qui a été, par exemple, tenu en Russie au début des années 2000, où en fait, l'économie a été divisée en 3 niveaux. Ouais. Un niveau qui était complètement laissé à l'action du marché. Bon, on demande, vous payez vos impôts, mais on ne s'occupe pas de ce que vous faites. Un niveau où l'État aidait les entreprises à rentrer en contact avec des autres entreprises étrangères pour les faire venir en Russie. Et un 3e niveau où l'État disait, alors là, pas question, c'est à nous, ce n'est pas discutable, et ça restera en Russie. Bon, en fait, c'est un raisonnement qui doit être tenu pour tous les pays. Pour tous les pays. Et le savoir ce qu'on doit garder absolument. On peut faire entrer, comme vous dites, effectivement du capital, mais nous avons le pouvoir de surveillance et le pouvoir d'action. Et enfin, les choses qu'on peut effectivement... Mais comment il se fait? Alors, je veux pas, on va pas faire de la psychologie facile, mais comment il se fait que ce raisonnement que vous tenez, qui me paraît frapper au coin du bon sens, comment il se fait que nos princes qui nous gouvernent, quelle que soit d'ailleurs leur direction, n'ont absolument pas tenu compte. Enfin, ils ont pensé que le problème n'existait pas. Parce qu'ils avaient oublié qu'il y aurait des crises, des guerres, etc. Enfin, Alors, il y a cet oubli. Et d'ailleurs, il y a une déclaration d'Emmanuel Macron qui est très symptomatique. Quand il dit, ah ben oui, on a découvert tout d'un coup que ce monde dans lequel on pouvait commander sur étagère tous les produits, c'était plus le cas. Oui, bon, je veux bien, il a une quarantaine d'années, je veux bien qu'il ne se soit pas souvenu de comment c'était avant. Mais toute personne qui aurait un petit peu lu ou qui aurait eu un petit peu d'expérience de ce qui se passait avant, aurait dit, oui, certes, on peut avoir pour l'instant accès à tel ou tel bien, mais cet accès peut aussi très bien être interrompu. Donc, il faut se donner les moyens de pouvoir réagir si jamais l'accès est interrompu. Donc, il y a de cela. Ça, si vous voulez, il y a d'une certaine manière une perte d'expérience considérable dans la haute administration. Et donc ça, c'est un problème. Après, il y a des problèmes d'intérêt particuliers, et il y a des problèmes... De conflits d'intérêts, vous voulez dire carrément? Oui, alors de conflits d'intérêts, ou plus précisément d'idéologie. C'est le fait de dire, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, le marché trouvera une solution. Et vous savez, quand je travaille toujours sur la question de la transition, mais il y avait une fameuse blague qui était polonaise, après elle était traduite en russe. Bon. Oui, comment on change une ampoule au plafond? Alors, il y a le système de la planification centralisée. On prend une table. 4 personnes tiennent les pieds de la table. Une personne monte. Et on demande au plan de combien faut-il de degrés tourner la table pour pouvoir dévisser l'ampoule. Et la méthode du marché, c'est le marché qui le fait. Sauf qu'il ne le fait pas. Ou qu'il ne le fait pas, oui, c'est ça. Voilà, pas besoin de méthode, vous l'appelez et on le fait. Oui. Et c'est vrai que, non, et puis ils ont oublié, comme vous disiez, ils ont oublié que l'histoire pouvait être tragique. Tout à fait. Comme disait Raymond Aron à Giscard d'Estaing. Enfin, tout à fait. Et ça, c'est une vieille chose. Alors, pour Giscard d'Estaing, c'est d'autant plus incompréhensible que jeune Giscard avait été dans la première armée française qui s'était battue en Alsace. Donc, il aurait dû le savoir, mais c'est quelque chose qui est extrêmement vrai quand on regarde la classe politique actuelle, où il n'y a pratiquement aucune femme et aucun homme
qui n'ont servi dans les forces armées, qui n'ont fait leur service militaire, absolument. Oui. Si vous voulez. Donc ça, c'est un véritable problème. C'est très intéressant, justement. Et alors, l'autre chose quand même qui est tout à fait passionnante de ce point de vue-là, c'est que on voit ce qui nous manque, on voit l'histoire de la planification, et je voudrais juste, on va aborder cela par rapport à la guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine, et je voudrais parler sur le plan économique. Alors on peut discuter effectivement sur le plan guerrier tout ça, mais nous avions reçu ici un économiste, Charles Gave, qui disait qu'il faut quand même pas oublier dans cette histoire, parce que entre la Russie et l'Europe, il avait cette phrase, et dites-moi si elle vous paraît frappée au coin du bon sens. Il disait, vous savez, aujourd'hui, la Russie a en autonomie 2 ans, elle peut survivre sans problème en autonomie, et l'Europe 2 mois. Ça vous paraît C'est fondamentalement vrai. Bon, après, on peut discuter des délais, mais sur le fond, c'est une idée qui est très vraie. Si vous voulez, fondamentalement, le besoin en ressources naturelles. Oui. Et pas seulement en ressources naturelles, aussi en produits fabriqués par la Russie ou disons raffinés par la Russie, est tel qu'aujourd'hui l'Europe ne peut pas substituer des produits d'ailleurs aux produits russes, et très souvent d'ailleurs parce que on a des contraintes techniques. Je vous donne un exemple sur le gaz. Aujourd'hui, l'Union européenne importe environ 40% du gaz russe. Ce gaz russe est massivement, il y a 2% qui est en GNL, à 38%, c'est du gaz gazeux, c'est-à-dire qu'il passe par gazoduc. C'est ça, par gazoduc, oui. Si on veut remplacer ce gaz par du gaz américain, nigérian, égyptien, ça voudra dire du GNL. Nous n'avons pas, au niveau de l'Union européenne, je ne dis même pas la France, mais nous n'avons pas, au niveau de l'Union européenne, les capacités de traiter ce GNL. Ah oui. Il faudrait que l'on construise 4 fois les capacités actuelles pour pouvoir remplacer le gaz russe par du GNL. Alors, bien sûr, ce n'est pas impossible. On peut décider de le faire. Oui, mais ça prend du temps. Mais ça va prendre du temps. Après, il y aura la question des méthaniers. Il va falloir faire construire des méthaniers. Au minimum, c'est 3 ans. Et il va falloir tripler ou quadrupler la flotte de méthaniers. Et où est-ce qu'on va les faire construire? En Corée et en Chine. Plutôt en Chine, d'ailleurs, qu'en Corée actuellement. Intéressant. On va reparler tout de suite après cette petite pause. Et justement, on va parler de ce qui se passe avec la Russie et on va parler avec les auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Absolument. Gaz naturel liquéfié, GNL, je précise pour les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite, vous prenez la parole au 0826 300 300 et nous sommes avec Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. Alors, j'ai des questions à poser à votre invité. D'abord, je voudrais savoir ce qu'il pense de l'utilité d'un plan à l'heure actuelle, sachant que ce sont majoritairement des entreprises étrangères qui viennent investir en France. Monsieur le maire, ça n'était vanté, et que d'autre part, les entreprises françaises, elles s'en vont à l'étranger, que ce soit en Russie ou en Chine. Vous allez investir pour qui et pourquoi? D'autre part, je voulais dire que pour le gaz russe, dont on est très peu dépendant d'ailleurs, nous, mais pour l'Allemagne, Hongrie, etc., qui sont à 100%, 55% là, ils n'ont aucun terminal pour regasifier ce gaz, donc il faut des années pour le faire, et j'ajouterai que c'est d'un ridicule fini, sachant que l'Ukraine elle-même se sert du gaz russe. Oui. Alors vraiment, c'est aberrant d'entendre tout ça, de mettre dans la tête des Français que les entreprises françaises doivent arrêter de travailler en Russie. Qu'est-ce qu'elles vont faire en France? Ça, je me le demande. Je vous laisse la réponse. Jacques Sapir. Alors, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un objet de planification en France. Il y a d'abord la transition énergétique,
qui ne pourra être réellement réussi qu'à travers une planification, parce qu'il faut savoir que ça, on rentre dans un processus à 25 ou 30 ans. Ou 30 ans, bon. Oui. Et puis après, le fait que les entreprises françaises doivent absolument rapatrier en France toute une série d'activités. Alors, sur les investissements des entreprises étrangères, il faut savoir que ça représente environ 5% du total des investissements industriels. Alors, c'est vrai, la France est plutôt bien lotie au niveau de l'Union européenne sur les investissements étrangers. Nous restons un pays attractif pour les investissements étrangers, mais quand on regarde la part des investissements directs étrangers dans le flux global des investissements, il reste plutôt faible. Bien, ça veut donc dire qu'à travers cette planification, il faut donner les moyens, alors que ce soit par du crédit, que ce soit par des avantages fiscaux, aux entreprises françaises et aux entreprises étrangères qui viennent s'installer en France et qui produiraient pour la France, de produire dans des conditions de compétitivité qui soient comparables et qui soient même supérieures aux produits importés. C'est aussi ça que doit calculer le plan. Oui, mais alors justement, par rapport à ce que disait Marie, le problème c'est que effectivement aujourd'hui, pour parler des relations avec la Russie, d'abord, elle a bien fait de rappeler, et on en parlait hors antenne, que alors que Monsieur Zelensky nous demande d'enlever toutes les entreprises françaises de Russie, très bien et tout, et il demande ça au monde entier, et en même temps, aujourd'hui, alors on parle depuis un mois et demi, l'Ukraine touche des milliards de la Russie à travers le gazoduc qui passe pour l'Allemagne notamment, et c'est bien ça. Enfin, oui, tout à fait. Il y a les flux de gaz qui passent par le gazoduc Druzhba-Amitié. Oui. N'ont pas été interrompus. Gazprom continue de payer le gouvernement ukrainien. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, Gazprom a pendant la guerre, les affaires continuent. Tout à fait. Gazprom a toujours payé ce qu'il devait payer. Ouais. Et effectivement, pour les Ukrainiens, c'est extrêmement important. Outre les ressources fiscales que cela représente, et qui, dans la situation actuelle, sont importantes, parce que l'Ukraine n'a pratiquement plus aucune exportation du fait de la guerre, eh bien quand même c'est ce qui permet aux Ukrainiens qui sont hors des zones de combat de continuer à se chauffer. Et si vous voulez, on parle de la guerre, mais il ne faut pas oublier que en Ukraine, la température va de 0 entre plus 2 et moins 2 à l'ouest, et quand on s'approche de la mer d'Azov, en fait, on est plutôt sur du moins 8, moins 10 la nuit. Donc, on est dans une situation où il faut pouvoir se chauffer. Mais alors, justement, pour revenir à ça, pour revenir aux entreprises françaises, etc., ce que disait Marie, disait oui, mais c'est très bien, on les rapatrie, mais on les rapatrie, pourquoi faire? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, les entreprises qui auront quitté la Russie ou ailleurs, etc., est-ce qu'elles vont pouvoir regagner ce qu'elles gagnaient là-bas? Non. Non. Alors, si vous voulez, en plus, ça dépend du type d'entreprise. Total. A fait de gros investissements en Russie. Et Total a d'ailleurs dit qu'il suspendait les nouveaux investissements, mais il ne se retirait pas de Russie. Exact, si vous voulez, ça c'est un point important. Pour Renault a décidé de suspendre son activité en Russie, mais en réalité, Renault est plutôt contraint par le manque de pièces détachées électroniques qui ont de toutes les manières obligé d'arrêter la production en Russie. Et là, on peut penser que la Russie est en train de négocier avec la Chine en particulier pour retrouver une partie de ces pièces. Ce qui va se passer, c'est que très probablement, les usines de Renault vont être mises sous tutelle. C'est, grosso modo, le gouvernement russe va nommer un administrateur judiciaire. Il va les nationaliser quelque part. Non, parce que Renault n'a pas dit qu'il quittait la Russie. Ah oui, c'est ça. Et là, si vous voulez, il y a un statut. D'ailleurs, c'est une loi qui a été prise par le Parlement russe il y a quelques semaines et qui dit soit les entreprises étrangères restent en Russie, et là, elles bénéficient des avantages des entreprises russes. D'accord. Soit une entreprise décide de momentanément suspendre son activité, auquel cas nous nommons des administrateurs judiciaires pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner. Et évidemment, quand l'entreprise décide de reprendre ses activités, eh bien, les choses rentrent dans l'ordre. Et puis, si une entreprise décide délibérément de quitter la Russie, elle est interdite de séjour pour 10 ans.
Ouais, c'est ça, d'accord. C'est ça la loi qui vient d'être passée. Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais vous dire, derrière parfois toutes ces entreprises françaises se dressent il y a beaucoup de capitaux étrangers. C'est-à-dire, je donne des exemples. Renault déjà a un investissement chinois derrière, à cause du lithium notamment. Derrière Alstom, ce sont les Américains avec General Electric, même si Monsieur Macron revient en arrière et dit qu'il va racheter, c'est pas encore fait. Donc là aussi, c'est une souveraineté énergétique qui nous prend à la gorge un jour ou l'autre avec les Américains. Et d'autre part, je voulais vous dire aussi, derrière certaines entreprises comme Orpea, etc., sur lesquelles le gouvernement peut pas grand-chose, bien qu'ils disent qu'il fait des rapports, se dressent aussi des institutions étrangères, c'est-à-dire les fameux, je me rappelle plus là, les retraites des Américains et des Anglo-Saxons. Oui, les BlackRock et compagnie. Oui. Je donne des exemples pour dire que derrière, je ne dis pas que les entreprises françaises ne sont pas françaises, mais il y en a très peu. Et donc, je me demande bien ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Voilà. Oui, je crois qu'on a un tout petit peu déblayé, et même pas mal déblayé la question. Mais en tout cas, c'est des questions qui méritaient d'être posées, Augustin. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs que Jacques Sapir est expert sur les questions de transition énergétique. Il avait notamment travaillé avec l'ex-URSS. Et nous sommes avec Christine qui nous appelle de Chatou. Bonjour Christine. Oui, bonjour Christine. Oui. Bonjour André Berkoff et votre invité. Donc, je vois que le commissariat au plan ne sert pas à grand-chose et que la géopolitique est défavorable à la France parce que, en gros, on va être les dindons de la farce. C'est nous qui devons nous serrer la ceinture parce qu'on n'aura pas assez d'électricité. Les produits alimentaires vont augmenter. Les impôts aussi. Il va falloir les taux d'intérêt aussi. Voilà, peut-être. On voit bien que le prince qui nous gouverne ne sait absolument pas gérer les intérêts des Français, hein, comme vous dites. Ouais. Est-ce que dans ce que dit Christine, est-ce que quand même là, vous vous rappelez quand même, et vous n'êtes pas sans ça, Jacques Sapir, que une certaine insurrection de jaune en jaune avait éclaté en novembre 2018 parce que le taux de fuel avait monté à la pompe. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important que ce qu'il était en novembre 2018. Bon, il n'y a pas de mouvement, on verra bien ce qui se passe, mais est-ce que cette spirale inflationniste, on peut en parler aujourd'hui, mais en tout cas, cette hausse, on le voit pour un certain nombre de prix à la pompe, de prix au magasin, etc. Est-ce que pour vous, c'est aussi, évidemment, on ne peut pas prévoir, les poubelles sont remplies de tendance prolongée, mais est-ce que là, il n'y a pas eu justement un défaut de prévision, sinon de planification? Alors, oui, il y a des défauts de prévision, il y a des défauts de planification. Maintenant, il faut dire, d'une part, on avait un problème de pénurie qui a commencé à apparaître à la fin du printemps 2021. Et c'est le fait que la demande, après la vague très forte de Covid, a redémarré très vite. Le confinement, etc. Voilà, a démarré très vite, mais pas la production. Parce que, si vous voulez, quand vous arrêtez des capacités de production, vous ne les faites pas redémarrer. Bon. Et par ailleurs, la Chine, qui a toujours des problèmes de Covid, qui continue d'appliquer des politiques de confinement extrêmement brutales, ça interrompt soit la production, soit le transport. Hein. Les coûts du transport ont été multipliés entre 3 et 5 ces derniers mois. Bon. Donc, on avait déjà ce problème-là, et ce problème-là a alimenté déjà l'inflation. Aujourd'hui, on a un autre problème qui est lié aux conséquences de la guerre en Ukraine et qui ne va pas toucher simplement les hydrocarbures. La Russie fournit aussi, à partir de ses propres hydrocarbures, les principales matières transformées qui servent dans les engrais. C'est-à-dire l'urée. La production d'urée, elle est essentiellement russe. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement américain qui a dit « on ne veut plus acheter de pétrole russe », ce qui est en réalité est faux. On sait qu'il continue, on est capable de tracer toute une série de cargaisons, mais il s'est bien gardé de dire la même chose sur les produits chimiques qui servent à faire des engrais. Parce que là,
ça aurait un impact dévastateur sur l'agriculture américaine. Et donc sur l'agriculture européenne et française. Ça va avoir un impact très important sur l'agriculture française. Il y a d'autres choses. Toute une série de métaux qui sont utilisés aujourd'hui dans les voitures électriques sont essentiellement produits en Russie. Le nickel, notamment. Donc là aussi, ça va jouer un rôle extrêmement important. Et enfin, la Russie est l'un des plus gros producteurs mondiaux d'aluminium. C'est l'un des plus gros exportateurs mondiaux d'aluminium. Si la Russie décide de ne plus vendre, ça aura un impact, là aussi, extrêmement lourd. Donc, on est face à un problème qui est important, problème par rapport auquel la planification ne peut pas tout. Je crois qu'il va falloir négocier avec la Russie. Que l'on aime M. Poutine ou que l'on n'aime pas M. Poutine, la question n'est plus là. Il va falloir négocier d'une certaine manière un modus vivendi qui consiste à dire nous allons continuer de maintenir des relations économiques parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, par ailleurs, il est extrêmement important, à travers le mécanisme de planification, que l'on arrive à développer des sources de substitution là où c'est possible. Alors, le problème, là où c'est évidemment possible, c'est dans le domaine énergétique, à travers le nucléaire. Puisque... si vous voulez, le bon vieux nucléaire retrouve des couleurs. Tout à fait. Et si on se rappelle la politique qu'avaient mis sur pied Pierre Messmer et Georges Pompidou lors du choc pétrolier de 1973, en fait, assez rapidement, le gouvernement avait présenté ce fameux plan électronucléaire qui s'est étalé jusque dans les années 1980, qui n'a jamais été remis en cause par aucun gouvernement, et qui nous permet d'une certaine manière, d'assurer une partie de nos besoins en électricité, on sera amené à faire la même chose. Et là, évidemment, on va rentrer dans de la planification. Pourquoi ? Parce que qui dit nucléaire dit construction de centrales, dit aussi des sous-traitants. Une partie des sous-traitants ne sont plus là, ils sont en Chine. Donc il va falloir que l'on reconstitue toute une série d'entreprises. C'est une vraie planification. Et il ne faut pas oublier ces grands planificateurs qui ont été Hollande ou Macron, qui ferment Fessenheim et compagnie, quand même. Écoutez, auditeurs de Sud Radio, cotisez-vous pour offrir à nos dirigeants le célèbre jeu de société Richesse du Monde, et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et direction Montpellier tout de suite avec Laurent qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Bonjour André, bonjour Monsieur Sapir. Bonjour. Bonjour. Donc, oui, je vous écoute, pardon. Non, allez-y, c'est nous qu'on vous écoute. Voilà, alors je voulais dire simplement pour le cas général, ces 40 dernières années, la consommation d'énergie mondiale a doublé. Donc ça donne une idée un peu de la consommation d'énergie dans le monde. Ça a doublé ces 40 dernières années. Et pour ce qui est du gaz naturel liquéfié, il faut bien se mettre en tête que les pays qui ont du gaz actuellement, qui pourraient le liquéfier avec des infrastructures donc de départ et nous des infrastructures d'arrivée, ne le feront pas pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ne vont pas vider leur stock trop vite, donc ils ne vont pas augmenter leur production de gaz pour l'Europe. Ça, il faut se mettre ça dans le crâne, premièrement. Et deuxièmement, ils ne veulent pas que les prix retombent, donc ils ne vont pas inonder le marché mondial de gaz. Voyez-vous ? Donc le gaz russe, si l'Europe consomme du gaz russe, c'est parce que physiquement, le gaz ne peut pas venir d'ailleurs. C'est tout. On ne peut mettre le gaz, c'est une énergie qui va rester sur un continent. On n'a jamais vu une myriade de méthaniers traverser l'Atlantique. Ça n'existe pas, ça. Ce sont dans des fantasmes de politiciens français. Donc le gaz russe restera branché sur l'Europe, sinon nous n'aurons plus rien. Bien sûr, je peux faire la grève de la faim si je veux, et dire je ne mange plus, je fais la grève de la faim. Ça, nous pouvons le faire. Oui, c'est sûr. Je me laisse mourir de faim, oui, c'est une option. C'est une option. Voilà. Ouais. Jacques Sapir, effectivement, on est au stade où, effectivement, il faut le dire ou pas, on dépend de cette énergie-là, quoi. Oui, tout à fait. On dépend de cette énergie et on dépend de bien d'autres choses. Par exemple, sur l'énergie, on parle du gaz, on parle du pétrole, même si on dit oui, mais on peut acheter du pétrole ailleurs. Ça va coûter cher. Mais il y a le gazole, il y a tous les produits raffinés qui sont vendus par la Russie. Une grande partie du gazole
utilisé en France vient de Russie. Bon, on a, je l'ai déjà dit, les produits chimiques de base qui servent à faire des engrais, ça vient de Russie. On a les métaux, on a le blé, on a l'aluminium. Donc, en réalité, le point qui me semble apparaître du fait du conflit et du fait justement des politiques de rupture de contrats qui sont en train de se passer, c'est qu'on est en train de comprendre que la place de l'industrie et de l'économie russe au niveau mondial est considérablement plus importante que ce que l'on pensait. Alors si vous voulez... comment ça se fait qu'elle a été sous-estimée à ce point? C'est une question très simple. C'est la question des taux de change. Si vous essayez, par exemple... vous essayez de comparer l'économie russe après avoir converti le rouble en dollars. Bon, effectivement, vous tombez sur la taille de l'Espagne. Après, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, qui est déjà nettement plus réaliste. Et là, vous vous rendez compte que l'économie russe, c'est à peu près la taille de l'économie allemande. C'est pas la taille de l'Espagne, déjà. Bon. Mais il y a une autre chose qu'il faut tenir compte. Quelle est la part du secteur des services, quelle est la part du secteur des matières premières et de l'industrie. Et si on pense que le secteur des services est aujourd'hui surévalué dans le monde et qu'il faudrait d'une certaine manière diminuer la part du secteur des services pour avoir l'industrie, eh bien là, l'économie russe, elle est largement au-dessus de l'Allemagne. Elle représente probablement 5 à 6% de l'économie mondiale. Et en termes, si vous voulez, de flux, disons sa place dans les flux mondiaux, eh bien, elle peut représenter peut-être 15%. Prenez par exemple le cas du pétrole. La Russie est le 3e producteur au monde de pétrole. C'est vrai? 3e, oui. 3e. C'est le premier exportateur. Ah oui, plus que l'Arabie Saoudite, le Golfe, absolument, tout ça, etc. Absolument. C'est le premier exportateur. Donc là, on voit bien que la Russie a aujourd'hui une place centrale à travers les matières premières, les produits transformés à partir de ces matières premières, etc. Et que donc, on ne peut pas, comme on dit, isoler la Russie aussi facilement. Eh oui, c'est ça et c'est bien la différence entre la politique et l'économie et le réalisme économique. Juste un mot, vous pensez que, vous parliez justement de la parité, rouble, dollar et compagnie, vous pensez que ça peut jouer, là, qu'il peut y avoir basculement, sans parler trop de finances et de monétarisation, je dirais, est-ce qu'il peut y avoir cette séparation, cette rupture avec la zone dollar qui est le monopole depuis 1945? Vous y croyez ou pas? Rupture, non. Affaiblissement, oui. Si vous voulez, alors il y a 2 points qui sont extrêmement importants. D'une part, le taux de change rouble-dollar est en train de revenir à peu de choses près à sa parité d'avant-guerre. Oui, vous savez que il y a une chute. Biden a dit oui, maintenant il faut 200 roubles pour $1. Déjà au moment où il a parlé, c'était faux. Il fallait un peu moins de 100 roubles. Et alors que le taux de change avant-guerre était d'environ 75-76 roubles pour $1, il est aujourd'hui autour de 83. D'accord. Donc, vous savez qu'on est à peu près revenu. Deuxième point important, c'est développé depuis 2014 un marché du rouble yuan. Existe un marché du rouble yuan. Qui existe depuis 2014. D'accord. Les volumes ont été multipliés par 6 au mois de mars. Mars dernier, là. Au mois de mars dernier, ils ont été multipliés par 6. Alors, certes, les volumes restent plus faibles que les volumes du rouble-dollar ou du rouble-euro, mais ils sont désormais comparables. Donc ça veut dire qu'il y a avec la Chine, il y a quelque chose très nettement quelque chose qui se passe et que très nettement, bien sûr, la Russie ne va pas abandonner du jour au lendemain le dollar, mais elle va faire baisser l'importance du dollar et de l'euro dans ses flux financiers de manière considérable. Et si aujourd'hui la tendance se continue sur le marché du rouble yuan, eh bien on peut penser que le rouble yuan arrivera à égalité avec le rouble-dollar ou le rouble-euro dans les flux financiers d'ici quelques mois. Et je vais vous dire, j'ai toujours pensé que l'alliance rouble-dollar était compliquée, puisque si vous la simplifiez, ça fait le roublard. Oui, absolument. J'exige d'être payé en roublard.
Merci en tout cas, merci Jacques Sapir, et vraiment lisez ce livre, c'est un livre de référence, Le Grand Retour de la planification, mais autant pour les planifications, il faut des planificateurs intelligents. Et toutes nos plus plates excuses à tous les auditeurs qui ont appelé et qu'on n'a pas pu faire passer, évidemment, on essaiera de se rattraper une prochaine fois. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300, je rappelle le titre de votre livre, Le Grand Retour de la planification, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis votre compte Twitter qu'on peut suivre également, Jacques Sapir Russe Europe, et tout de suite Brigitte Lahaye.